La saga Arlette par Éric Vincent. Tome 5. L'attente de la détente. À Arlette, la femme qui a senti ma détresse. Tout a commencé un soir dans la chambre d'Éric, à Châtellerault, à la fin du mois d'octobre 1999. Allongé sur son lit, il a achevé le tome 3 de la saga Arlette. Il devait partir à Center Park le week-end suivant. Durant ces 4 jours, il trouverait bien le temps pour mettre la touche finale à la nouvelle. Par contre, il manquerait de temps pour saisir le texte et le mettre en forme pour le week-end qu'il passerait avec Arlette comme prévu, au moulin d'Armillien. Aucune importance. Quelques semaines auparavant, il lui avait lu un poème au téléphone. Rien n'empêchait de réitérer l'expérience avec une nouvelle entière. Il suffisait de trouver 1 à 2 heures, à peu près. Peut-être plus. Quel temps était nécessaire pour lire une nouvelle à voix haute? Il ne l'avait jamais accompli. Ne souffrerait-il pas de soif au bout de 120 minutes? Ne bafouillerait-il pas trop? Ne trahirait-il pas l'auteur en n'adoptant pas le bon ton, le bon rythme? Trahir l'auteur lui-même, quel paradoxe! Il avait hâte de le découvrir. Ce soir, il tentait vainement de faire avancer son récit. De plus, Isis, sa chatte, l'avait jugé pas assez caressant. Elle se frottait contre son stylo, ses feuilles, son discontinué, balançant sa queue sous son nez, chatouillant les narines, offrant sa tête et son dos gris à la flatterie. « Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim ?» lui demanda-t-il comme à son habitude, sachant parfaitement qu'à l'instar de son maître, elle avait toujours une tripe de vide. Elle répondit par l'affirmative à la question, en miaulant copieusement. Elle répondait invariablement de cette façon, car elle connaissait parfaitement le mot « faim ». Il lui parla alors de boulettes et de croquettes, déclenchant de nouveaux miaulements. Après l'avoir copieusement caressé, il reprit son stylo. Le félin, déçu, se recoucha à ses pieds en ronronnant comme un diesel. Éric s'empara d'une feuille vierge. Tout en haut, il écrivit le tome 4. Il chercha un titre. Il avait dans l'idée de basculer le héros, lui, dans une autre dimension, un peu plus farfelue que la précédente. Il y rencontrerait ses anciennes copines et elles seraient éliminées au fur et à mesure du voyage. Le titre s'imposa presque comme une évidence. Puisque ce tome 4 serait teinté de policiers, pimenté de jeux de massacre, il se dit que le célèbre jeu Cluedo irait comme un gant à son histoire. Évidemment, il était hors de question de créer un titre n'ayant qu'un seul sens. Il se devait à sa réputation, souhaitait conserver la tradition instituée avec Voyage au centre de l'affaire. Il nomma donc le tome 4 Cloué au dos, instituant un jeu de mots assez moyen. Dans son scénario, il prévoyait de fournir des éléments sur l'identité de l'ombre. Il avait son identité en tête. Il lèverait le voile sur le secret dans le tome 5, le dernier de la saga Arlette, chaque épisode étant dédié à un des 5 sens. Curieusement, il ignorait sa teneur. Probablement une dernière dimension visitée, une dimension plus folle. Enfin, il retournerait dans la réalité de 2002, où il retrouverait Marina, bien vivante, ayant changé le passé. Ainsi s'achèverait cette saga inspirée par Arlette, son inoubliable infirmière qui lui avait offert des heures de bonheur, atténuant la douleur d'une année 1999 désastreuse. Cette saga demeurerait une éternelle reconnaissance de son don offert un soir d'été, sur une plage de Tunisie. Ce serait la marque indélébile, inaltérable, de l'amour qu'elle lui avait apporté. Par ces milliers de mots tracés pour elle, à cause d'un défi lancé au départ, il lui témoignait ses sentiments éternels, quoi qu'il arrive au cours de sa vie. C'était sa façon de ne pas oublier. Pour la première fois de sa vie, il réalisait 5 histoires pour une même personne. Peut-être la dernière. Dans ses cartons, il avait même un projet de roman, où elle serait l'inspiratrice. Au moment où Eric décrivait la disparition de Nadine, dans le scénario du tome 4, laissant supposer qu'elle était l'ombre, il fut pris d'un manque d'inspiration. Plus rien. Une vraie panne sèche. Quelle déveine. Ce n'était pas son soir. Il n'avait plus d'idées, ni de goût pour poursuivre nulle part et partout son roman sur la voyance. Même chose pour Rêve de nuit ensoleillée, une histoire d'amour unissant un ingénieur quadragénaire et une jeune thaïlandaise. Son essai, Futurologie, était au point mort, à la lettre D. Même blocage ce soir pour Infirmière branlant aujourd'hui, debout des 2 mains. Titre long du tome 3 dont il était le plus fier.
Voilà qui séchait sur un scénario. Il se cala contre son oreiller et alluma son radio-réveil. Un magazine Autoplus traînait dans les parages. Il ouvrit à la page des tarifs du neuf pour rêver un peu devant les modèles de voitures, un peu moins devant les prix. Un peu comme s'il désirait changer de véhicule. Or, il n'en était pas question. La modeste Fiat Punto avait avantageusement remplacé son break. Plus de crédit. La proximité de son déménagement pour la région parisienne et son cortège d'augmentation des dépenses, loyer bien sûr, interdisaient toute nouvelle acquisition sur 4 roues. Sa petite auto au minuscule moteur devrait assurer de nombreuses charges pendant quelques années encore. Des fonds économisés iraient de préférence dans le bas de laine immobilier. La lecture des prix, pas de beauté, lui apporta l'effet escompté. Il s'endormit sans s'en rendre compte. Il était environ 21h30. Eric ouvrit les yeux. Il n'avait pas changé de place. Il était 22h30. De la tête penchée en avant, sa revue un peu chiffonnée, il s'étira lentement. Osis n'avait pas bougé d'un pouce, enfin, d'une griffe et d'un coussinet dans son cas. Ses feuilles d'écriture s'éparpillaient sur la couette du lit. Il leur jeta un regard dédaigneux. Ses écrits plaisaient à Arlette, à lui un peu moins. L'enthousiasme de l'infirmière lui rappelait qu'il n'était toujours pas édité. Il n'avait toujours pas convaincu un jury de lecteurs dans une grande maison d'édition, seule institution capable de le propulser au firmament des auteurs. À vrai dire, par le Tigre maudit, proposé à une vingtaine d'éditeurs, et Mirage enjoueux, soumis à quelques lectures, il n'avait pas œuvré pour que ses écrits soient connus du plus grand nombre. La qualité littéraire d'un livre était tout ce qu'il y avait de plus subjectif. Objectivement, malgré les dires de ses rares lecteurs, une bonne centaine pour le Tigre maudit, il demeurait persuadé de ne pas posséder le moindre once de talent. Les quelques personnes l'appréciant réagissaient sainement vis-à-vis de son statut d'écrivain amateur. Il prétendait à ce titre, qu'il trouvait pompeux, parce qu'il n'était pas édité et reconnu, mais le dictionnaire précisait qu'un écrivain était une personne réalisant des écrits. Il ne faisait pas mention d'une quelconque édition pour mériter ce qualificatif. Mais à de rares exceptions près, la plupart de ses collègues ou des gens qu'il côtoyait se moquaient éperdument de connaître un type écrivant des histoires abracadabrantes. Il n'était pas publié, il n'était pas connu, il se foutait royalement de lui. Quelle importance cela avait-il, puisqu'il n'aimait pas lire, qu'il n'aimait pas le fantastique, la science-fiction, l'imaginaire, les aventures folles. Même faire plaisir à un collègue en acceptant un livre offert était au-dessus de leur force. Quelle misère, quelle pauvreté intellectuelle. Il préférait la compagnie des pauvres à la bourse plate, n'ayant même pas de balles dedans, que des gens pauvres d'esprit et bien souvent pauvres de cœur. Les premiers dévoilaient un esprit aux aguets et le cœur grand ouvert. Cela rimait bien avec infirmière. Les feuilles de ses nouvelles. Il les rassembla et s'empara du scénario du tome 4, cloué au dos. Il reprit son écriture, ayant retrouvé sa lucidité et son inspiration. Curieux, la panne s'était envolée en 60 minutes de sommeil réparateur. La main ne s'arrêtait pas. Le scénario prit fin. Il tourna la feuille. En haut, il écrivit « Tome 5, sans titre ». Mais les mots s'imposèrent à lui comme à une évidence. À 2 ou 3 détails près, il savait comment il se déroulerait. Il avait hâte de coucher les idées avant qu'elles ne s'envolent. Pourtant, il dut abandonner ses feuilles sur le sol près du lit, avec la chemise cartonnée noire. Ce n'était pas grave. Le sommeil reprenait ses droits. Il n'était que 23 heures, mais depuis quelque temps, le besoin de ces nombreuses heures de sommeil se faisait impérieux. Il était fatigué. Ses journées au laboratoire pharmaceutique n'étaient pas particulièrement éreintantes, c'était même plutôt le contraire. Il vivait de folles mais rares nuits avec Arlette. Il menait une vie assez saine, ne commettant pas trop d'excès, si ce n'était une crise de boulimie aiguë de temps en temps. Malgré tout, il était épuisé, incapable de combattre la plongée dans les bras de Morphée ce soir, incapable de tenir au-delà de 23 heures. À chaque tentative de dépassement d'horaire, il le payait chèrement le lendemain, se traînant lamentablement d'humeur détestable. Le soir ne faisait pas exception à la lassitude généralisée. Peu importait, il savait ce qu'il devait écrire. Il le savait. C'était comme s'il avait entendu les mots tracés sur la feuille blanche. Il savait qu'il devait écrire le matin en se réveillant. Les mots étaient présents à l'esprit. Ce tome 5 serait totalement différent.
fondamentalement différent, car il parlerait de lui, de sa véritable existence, loin de l'imaginaire. Il décrirait enfin ce qui lui arrivait. Isis, au pied du lit, se redressa. Eric éteignit la lumière et la radio diffusant un rock trop assourdissant pour être vraiment agréable. Il s'allongea et s'étira de tout son long, faisant craquer quelques articulations. Il sentit sa minette se déplacer dans l'obscurité. Elle vint jusqu'à son visage pour le renifler. Elle tenta un petit coup de langue râpeuse sur le bout du nez. Un geste très désagréable, sauf pour se débarrasser des points noirs. Il préférait sentir le contact de sa truffe minuscule et fraîche lorsqu'elle le humait. Devant son recul, elle prit la liberté de s'installer sur son ventre, au-dessus de la couette, et nettoya avec application la paume de la main gauche de l'écrivain. Il n'ignorait pas la signification de cette attitude inhabituelle pour le profane. Elle le soignait toujours ainsi quand il n'allait pas bien. Il commençait à ne pas aller bien. Le malaise s'était déclaré le week-end précédent, lorsqu'il avait eu une nouvelle réaction de rejet avec Valentin, son fils qui s'était montré particulièrement odieux, après ce qu'il était convenu d'appeler un week-end bien rempli. Samedi soir au cinéma, repas chez McDonald's, dimanche au zoo avec restaurant. Le gosse avait tenté le chantage à la présence, menaçant de ne plus venir chez son père si ce dernier ne lui payait pas une médaille souvenir de pacotille. L'exagération selon son père. Eric l'avait pris au mot en lui interdisant de venir. Il avait pété les plombs une fois de plus. Après tout, ce n'était qu'un gosse essayant de tirer la couverture des deux côtés d'une rivière nommée divorce. Cependant, cette vive réaction avait dévoilé les premiers symptômes d'une maladie non guérie. Peu à peu, Eric avait compris qu'il n'était même pas convalescent. Il était atteint. Depuis toujours. Depuis sa naissance, probablement. Il y avait eu des périodes d'accalmie, des périodes assez heureuses où une succession d'événements bénéfiques l'avait laissé croire qu'il était normal. Rien n'y faisait. Les creux de vagues étaient de plus en plus profonds. Eric était aspiré par la tentation de la noyade. Isis combattait ce malaise avec ses armes personnelles. Juchée sur le ventre de son maître, elle administrait coups de langue et ronronnements appuyés. Elle savait que le centre de son univers allait mal. Au plus profond de lui-même, il portait les germes inactivés de l'autodestruction. Elle avait senti un réveil du virus. Elle tentait une thérapie à sa façon. Elle ne voulait pas perdre son maître. Quelle ironie du sort. Au moment où Eric jugeait sa vie inutile, c'était ce petit bout de félin gris souris qui l'aurait conforté. Elle ronronnait pour le maintenir en vie, alors que son téléphone, un portable le rendant enjoignable 24 heures sur 24, restait désespérément muet. Il vivait parce que sa chatte tenait à son maître. Il était quelqu'un pour elle. Au moins la main nourricière. Cela le désespérait encore plus. Le seul être vivant pensant à lui était Isis, sa chartreuse. Ses ronronnements finirent par l'apaiser lentement, sûrement. Le week-end prolongé à Center Park avait été parfait. Cependant, Eric n'en avait pas profité à fond, prenant le temps d'écrire une lettre à Arlette et d'achever le tome 3 de la saga. À l'issue du séjour en Sologne, il éprouvait un malaise indescriptible. Sur le chemin du retour, le téléphone portable sonna. C'était Arlette. Elle était malade et entrait dans une clinique pour un problème d'obstruction des intestins. Cette mauvaise nouvelle lui fit l'effet d'une douche écossaise. À peine la conversation terminée, il appela les renseignements téléphoniques afin de connaître le numéro de cette clinique. Elle existait bel et bien. À un bref instant, il avait songé à une mauvaise blague d'Arlette. Hélas, la tournure des événements laissait présager le contraire. Inconsciemment, il pria Dieu pour que tout cela ne soit qu'un canular. Quelques kilomètres plus loin, la voiture le précédant le heurta à un jeune sanglier. Il eut la vision fugitive et cependant inoubliable de cette bête blessée tentant maladroitement de se relever. Plus tard, avec le recul, il se demanda si l'accident n'était pas un signe, un symbole qu'il n'avait pas su détecter, interpréter. Celui d'un amour qu'un accident banal, somme toute bédin, abattrait. Un amour qui ne s'en remettrait pas, un amour qui ne se relèverait jamais. Cette pauvre bête peinant à se remettre en selle le hantait. Il se sentait coupable de ne pas s'être arrêté, de ne pas lui avoir porté secours. Il n'avait pas stoppé sa voiture sur le bas-côté, il n'était pas descendu,
Il n'avait pas traversé la route de nuit au péril de sa vie pour sauver une bête sauvage qui aurait pu le charger, ne comprenant pas son geste d'hésitance. Non, il avait poursuivi son chemin, sans se retourner. Depuis, il était rongé par cette image et la souffrance de la bête, rongé par l'ignorance. Qu'était-elle devenue? Il ne le saurait plus jamais. Il devrait vivre avec la honte de ne pas l'avoir aidé, de l'avoir abandonné. Il avait détourné les yeux. Ses phares dans les yeux du marcassin avaient renvoyé une image de douleur, mais il ne l'avait pas écouté. Pas plus à 33 ans qu'à 16, il n'était capable de donner de l'aide lorsqu'on la lui demandait. Il était rentré comme un voleur, un poltron. Une fois de plus, il fuyait. À son arrivée, il avait eu Arlette en ligne. Elle lui avait donné le numéro de téléphone de sa chambre à la clinique Saint-Vincent. En entendant le nom de cette clinique, il avait cru à une autre blague. Saint-Vincent. Vous parlez d'un saint. Il n'en était pas un, loin de là. Il se décomposait au fur et à mesure qu'elle lui parlait de ses problèmes intestinaux. Égoïste, il vit d'abord leur week-end à l'eau. Bien fait pour lui. Choisir un moulin ne pouvait que précipiter ce week-end à l'eau. Mais très vite, il s'était focalisé sur sa maladie, envisageant immédiatement le pire. Finalement, une fois la tuyauterie débouchée, elle revint chez elle le vendredi. Il la rejoignit dans la soirée, étant intronisé dans la famille. Bien qu'il n'ait rien ressenti de particulier, le week-end, hormis une de ces monstrueuses week-ends ophtalmiques, se déroula bien. Ce ne fut qu'après qu'il comprit. Elle était sur son territoire, il n'était plus dans leur bulle. Il s'imposait des horaires, des visites, des repas, des présentations. Il n'était plus dans leur bulle. Elle avait été malade, il le fut également. Retour à la réalité. Il n'était plus dans leur bulle. Peu à peu, il n'éprouva pas l'envie perpétuelle d'être avec elle. Il était hors de la bulle. La semaine suivante, il commença à craindre le week-end de 4 jours qu'ils avaient prévu de passer ensemble. Il ne cessa de penser qu'il n'était plus dans la bulle. Il ne savait plus y rentrer. Il tenta de la créer le mercredi soir, et y parvint presque. Illusion. Valérie, sa collègue pharmacienne passée à la maison ce soir-là, lui confirma quelques jours plus tard. Elle avait perçu une sorte de distance, une absence de deux êtres réunis pour la dernière fois. La magie disparaissait. Il n'était plus dans la bulle. Au petit matin, il constata amèrement que la bulle n'existait plus, crevée, détruite à force de ne pas y croire. La cause était entendue. Cette histoire devait mourir. Il se haïssait pour l'acte qu'il allait commettre, briser un amour pour la seule et unique raison qu'il ne désirait plus poursuivre cette relation. Comment le justifier? Comment expliquer que le désir s'arrêtait en lui aussi facilement qu'on éteignit la lumière en appuyant sur un interrupteur? Le fond n'était plus le problème. Demeurait seulement la forme. Quelle forme adopter pour ne pas la faire souffrir? Comment lui faire comprendre qu'elle n'était pas en cause, mais que le problème venait de lui? Comment lui faire comprendre qu'il avait pu désirer connaître cette merveilleuse aventure, aussi fort qu'il désirait maintenant se replier sur lui-même? Comment ne pas apparaître cruel, alors qu'il avait tout donné et qu'il ne le faisait plus? Au bout de 3 jours de calvaire, de torture morale pour elle comme pour lui, il finit par changer de question. Il remplaça ces 1000 questions, ces 1000 comment, par une seule question. Pourquoi? Pourquoi se mentir? Dire la vérité de manière abrupte, sans détour, sans embâge. Pourquoi continuer? Il n'y avait plus d'envie. Verserait-il dans le besoin? Non. L'histoire avec Annabelle, bien que différente, il y avait 2 enfants, un mariage et 13 années de vie commune en jeu, lui avait appris qu'il était inutile de remplacer l'envie par le besoin. C'était le commencement de la fin. Maintes fois, Annabelle lui avait reproché de ne pas aller au bout des choses, d'abandonner ses passions lorsqu'il était lassé. Parfois, il les reprenait plus tard. Quel intérêt y avait-il à poursuivre, si c'était ressenti comme une contrainte? Le concept d'obligation l'insupportait au plus haut point. À chaque difficulté, Eric changeait de direction. Il avait évité les embûches au cours des études. Il s'était bouché les oreilles avec Annabelle, restant sourd à ses appels de détresse, en gueulant plus fort pour ne rien entendre. Il bouffait pour calmer ses angoisses, il demandait sa mutation, pour laisser un boulot l'insupportant de plus en plus, obtenait satisfaction et déménageait. Il avalait des médicaments pour ne plus vivre.
Il se perdait dans les brumes de l'imaginaire, ne cessant plus d'écrire, durant des mois, des poèmes, des nouvelles, des livres, des lettres, à s'en déformer le majeur droit, pour s'empêcher de penser à cette réalité déplaisante, à cette inutilité le hantant, à cette absence de vie le caractérisant. Il ne savait plus quoi faire. Chercher, seul, le but, le sens à sa vie, sans jamais trouver, ou bien se raccrocher désespérément aux bouées qu'il rencontrait au cours de sa traversée de l'abîme, risquant de les entraîner dans sa folie son malaise. Il ne savait plus. Il vivait des conseils des uns disant qu'il fallait profiter de tout, des autres lui disant qu'il devait se replier, le temps de trouver des réponses en lui, des derniers lui serinant qu'il fallait qu'il s'ouvre aux autres. Que faire? Réclamer de l'aide et la rejeter, ou rester seul et en souffrir? Combien de temps? Il avait vécu une belle histoire avec Arlette, mais une fin pourrie. Un épisode marquant de sa vie dont il ne savait s'il était venu trop tôt ou trop tard. Toujours ces damnées dualités qui le harcelaient. Désormais, il vivait une triste mais nécessaire réalité. Il devait apprendre à vivre dans cette réalité, en commençant par écrire par plaisir pour ses lecteurs, et non plus pour échapper à la réalité. La tâche s'annonçait lourde. C'était comme apprendre à vivre. Pas dès la naissance, mais à 33 ans. Une sorte de résurrection, en fait. Après avoir été crucifié sur l'autel du divorce. Mais il n'en avait pas envie, plus envie. Il n'était plus en vie. Comme son personnage du tome 4 de la saga Arlette, il était contraint d'avancer, se précipitant dans un trou noir, broyant toute matière. Ses forces l'abandonnaient. Son énergie appartenait au passé, il se sentait malade. Un mardi soir, Eric avait reçu un appel inespéré de Pierre Lambéré, son pote d'enfance, le parrain de Valentin. L'homme à la moto, dont les dernières nouvelles dataient du mois de mai 1999, lorsque l'écrivain lui avait appris son divorce. À l'époque, il changeait de boulot, de copine, d'appartement, le tout pour la énième fois. Sacré Pierrot. Il appelait pour lui donner quelques nouvelles. Allongé sur son lit, Eric écrivait quelques lignes pour changer d'activité. La conversation donna à peu près ça. « Eric, salut, c'est Pierre. »« Pierre, qu'est-ce que tu deviens ? J'ai eu ton message. »« Lequel ? Celui de septembre ou d'octobre ? » ?»« Oh, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de t'appeler. »« Bah, t'es tout excusé, Pierre, je te connais bien. Je suis habitué de toute la façon, j'ai d'autres canaux pour avoir des infos. J'appelle ta mère quand tu ne donnes plus signe de vie. »« Bon, à part ça, dit-il. »« À part ça, je devrais redevenir francilien d'ici peu de temps, en février ou en mars. Tu changes de boulot ? J'ai demandé ma mutation, je vais à Courbevoie, je reste dans la division. »« Chouette, on pourra se voir plus facilement, non ? Bah, j'espère bien, et toi ? Es-tu marié comme tu me l'avais laissé supposer la dernière fois ? » ?»« Non, non, je suis toujours avec elle, mais je crois qu'on se mariera pas. »« Bah, tu fais bien. Je ne vanterai pas les avantages et les inconvénients du mariage, mais si c'est pour faire la fête, payez-vous une bonne fiesta entre potes, file-lui un petit caillou pour marquer le coup et tiens-toi-en là. Un divorce, même à l'amiable avec une seule avocate, cela nous a coûté plus de 12 000 francs. Plus cher que le mariage. Pour 1 heure de boulot grand maximum. Remarque, c'est plutôt bien payé comme boulot. Ça donne envie à Valentin de faire des études d'avocat. Avec sa mémoire, sa langue bien pendue, sa capacité à raconter des histoires à dormir debout, à attendrir et son goût pour le pognon, il a tous les atouts pour devenir un ténor du barreau. Bref, ça donne pas envie de se marier, ton histoire. J'espère que je t'ai pas coupé l'envie avec mon divorce. Non, rassure-toi. On en parlait, c'était tout. Sinon, quoi de neuf ? Eh bien, j'ai eu des nouvelles d'une personne que nous connaissons. Je l'ai rencontrée par hasard à Paris dans un restaurant chinois. Ah bon ? Un ancien de la faculté ? Non. Du lycée ? Oui. Christophe ? Non, non, une fille. Une fille. De notre classe ? De la terminale A ? Oui, oui. Que j'aimais bien ? Beaucoup. Vraiment beaucoup. Plus qu'une amie en tout cas. Avec qui il y aurait pu avoir, enfin il y aurait dû avoir une histoire. Non. Sophie ? Sophie, mon pote. Sophie Yardet. Nom de Dieu, je croyais qu'elle était morte. Oui. Bah, pas du tout, elle était en pleine forme. Elle était rudement contente de revoir une tête connue après toutes ces années. Ça faisait combien ? Bah 16 années, hein, en 1983. 16 ans, ouh là là, ça nous rajeunit pas. Et de quoi vous avez parlé ?
Bah du bon vieux temps, elle m'a demandé de tes nouvelles. Je lui ai donné ton numéro de téléphone. Elle m'a dit qu'elle t'appellerait un de ces jours. Ah bon? Ah bah ça me ferait plaisir. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pas grand-chose, c'est-à-dire... Quoi? Rien de spécial. Oh, toi tu n'as pas le moral en béton. Ça s'entend tant que ça? Bah je t'ai connu plus drôle, plus battant, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, au bout de toutes ces années, je me rends compte que je n'ai pas d'énergie. Je suis un ballon de baudruche rempli d'air inerte et énervant. Ma seule existence, c'est un numéro de sécurité sociale, et encore, il suffirait que je l'efface pour cesser d'exister. Tu prends quelque chose pour soigner tout ça? Parce que si c'est pas le cas, il faudrait peut-être que tu vois un médecin quand même. J'en vois un, on décante le problème. C'est long, très long, parce qu'il y a un tas de couches crasseuses déposées sur mon âme, sur mon esprit. C'est Annabelle qui t'a foutu dans cet état? Non, c'est plus ancien. J'ai dû être raté à la commande, mon pauvre. Génétiquement inapte à vivre en société. Programmé pour faire chier la planète entière. Bon, eh bien, quand tu monteras à Paris, on ira se faire un run à Mondéry, sur le circuit, ça te fera pas de mal. Ouais, c'est une idée, ouais, une bonne idée même. Dès que j'ai fait de l'aviation pendant quelques mois, ça allait dans le même sens, j'étais bien là-haut. C'était un jeu pour oublier, quoi. Nécessitant de la concentration, donc l'impossibilité de penser à autre chose. Mais parfois c'est trop fort, c'est trop perturbateur. Ça rejaillit sur le travail, sur la vie privée, sur la famille. Les autres sont pas obligés d'accepter ces attitudes. Alors ils tournent le dos, et puis parfois, même souvent, définitivement. Le téléphone sonne pas souvent? Pas trop, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il sonne, Eric? Rien. Je demande rien. Je suis dans un cercle vicieux sans savoir comment j'y suis entré et comment je peux en sortir. Je crois que je suis pas au bout du tunnel et parce que j'aperçois pas la lumière. Écoute, je te souhaite du courage. Je vais devoir te laisser pour ce soir. Mais j'espère qu'on va se revoir un de ces quatre, Promis, dès que je remonte sur la région parisienne, je te fais signe. Ok, salut tes parents de ma part, à bientôt, J'y manquerai pas, salut Pierrot. Il avait raccroché. Normalement, si tout se passait comme prévu, l'écrivain pouvait avoir des nouvelles de Pierre dans 5 jours ou dans 5 mois. Peu importait, c'était Pierre égal à lui-même. Un sacré oiseau avec un caractère bien à lui. Il l'aimait bien, il avait toujours su gérer les situations et disposer d'un sens du contact humain inouï. En cela il était admirable. Ainsi il avait revu Sophie. Sophie. Cette nouvelle répondait partiellement à une question. Lorsque Eric avait refusé de sortir avec elle, à l'âge de 16 ans, alors qu'il savait qu'elle glissait sur une pente savonneuse de la drogue, fréquentant des personnes plongées dedans jusqu'au cou, il avait aussitôt regretté de ne pas avoir tenté de lui porter assistance. Il se répétait qu'il aurait pu lui éviter la mort en l'aidant. Or, elle n'était pas morte. Il était soulagé de l'apprendre. Elle était en pleine forme même. Pourtant, l'image du jeune sanglier affolé, dans le faisceau des phares, ne cessait de le hanter. Il ne l'avait pas aidé. Il se sentait coupable. S'il s'était posé moins de questions, il aurait vécu chaque aventure au lieu de fuir. Il aurait cherché les aventures pour s'enrichir de connaissances sur le comportement humain. Au lieu de ça, aujourd'hui, il ne connaissait pas les femmes, les hommes, et ne se connaissait pas. Il était ignorant. La chanson de Gabin, je sais, lui revint en tête. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait jamais rien. Et ça, c'était la seule chose qu'il savait. Eric devait effectuer un stage de communication dans le cadre de son travail. 3 jours sur le thème « La confrontation à un processus créatif ». Cette séance de 3 jours filmée lui cassait royalement les pieds. Les réunions, il les fuyait, car elles étaient très souvent laborieuses, voire stériles. Depuis sa nomination au poste de responsable informatique de l'usine, il avait fait tomber le taux de réunionnite aigu à 0. Les rencontres se déroulaient devant la machine à café, en 5 ou 10 minutes, où il prenait la température. Il entendait rompre avec le style de son prédécesseur en offrant une autonomie complète à ses 2 collègues. Donc ce stage venait mal à propos. En plus, étant donné son état général de décomposition morale avancée, doublé d'un épuisement physique constant, peut-être attribuable à ses vaines tentatives pour retrouver une ligne à jamais perdue, il ne se sentait absolument pas prêt à affronter le regard des autres, les incursions de la caméra sur son visage bouffi par la douleur intérieure, le verdict d'un animateur. Tout pour déplaire.
La seule consolation, minime, était son petit hôtel tranquille d'Asnières. Discret, pas cher, dans un quartier pas trop bien famé, mais il s'y sentait à l'aise. Un endroit propice à l'écriture, parce que la chambre était minuscule. L'idéal, il l'avait trouvé chez Christophe, son frère, dans la mezzanine, à peine plus grande que le lit de 2 places qui était disposé sous le plafond en pente. Là, malgré la fatigue, il avait produit une quantité assez faramineuse de lignes de sa plus belle littérature, le tome 4 de la saga Arlette. Dans les chambres d'hôtel spacieuses, curieusement, ces pages blanches restaient aussi vierges que la pucelle de Don Rémy. À croire que le sentiment de claustrophobie stimulait ses neurones, pas forcément à bon escient, sa production reflétant parfois les méandres de son âme. Il était parvenu devant la salle de cours, avec une bonne vingtaine de minutes d'avance, histoire de prendre la température ambiante. Il détestait arriver en retard, ce qui expliquait qu'il faisait régulièrement le pied de grue devant des portes closes. L'animateur était arrivé juste après lui, n'avait pas la clé et elle restait introuvable. Habituels aléas des formations animées par des intervenants extérieurs. Lorsque le pass fut trouvé, il put rentrer et s'installer. Comme à son habitude, Eric fila s'installer près des fenêtres, au point le plus éloigné de la porte principale. Message personnel aux psychiatres qui diront cette nouvelle. Cela a-t-il une signification de s'asseoir au point le plus éloigné de la porte, près des fenêtres? S'il y a une signification, merci de me la faire parvenir par email, internet à l'adresse suivante, evincent@paradis.com. Merci. Il observait en silence les participants, les dévisageant par intermittence pour ne pas avoir l'air trop insistant. Il ne lui inspirait pas le moins de sentiment, à part une petite rousse souriante à l'air sympathique. Il n'avait qu'une hâte, que ces séances d'effeuillage mental et caractériel cessent au plus vite. Il détestait ce genre d'exercice. Au moins, au cours d'une bonne vieille réunion, on évitait de s'adresser à lui. Ici, il n'y couperait pas. Son tour viendrait quand il le faudrait. Il aurait droit à son quota de jeux de massacre. Restait à décoter quelques sujets peu enthousiasmants pour faire passer la pilule en douceur. Le démarrage des activités fut réalisé vers 9h15. Après un traditionnel quart d'heure laissé aux habitués des transports en commun, l'animateur, accompagné de la responsable de la formation, prit la parole et expliqua le thème du stage. Il invita les participants à se présenter et à expliquer pourquoi ils avaient choisi ce stage. Pour la seconde fois consécutive, Eric dut expliquer qu'il était le seul à ne pas avoir choisi et que la formation lui avait été imposée. Pour la deuxième fois, l'effet fut le même, garanti sur facture. Un silence glacial de 2 ou 3 secondes, suffisamment long pour casser l'ambiance. Il poursuivit en précisant qu'il n'attendait rien de particulier, puisqu'il ignorait totalement le contenu des 3 jours et que le catalogue des formations, comme toujours dans l'entreprise, disparaissait afin de ne pas donner des idées budgétivores au cadre de la maison. Dans le style humour grinçant, cela fit sourire plutôt que rire. Certains voyaient parfaitement de quoi il parlait. Lorsqu'il dut décrire sa profession dans le groupe, il faillit oublier ce qu'il était et manqua de dire écrivain. Pour un exercice basé sur l'oral, la réponse aurait paru légèrement incongrue. Tout autre écrivain aurait dit que l'oral flattait la langue française. À vrai dire, la langue française ne l'intéressait que pour les jeux de mots, mots à double voire triple signification, que sa pauvreté autorisait. L'histoire primait surtout. Vers 11h, ils eurent droit à la pause. Eric sortit dans le couloir. Une jeune femme vint s'entretenir avec l'animateur. Ce dernier lui dit « Il me manque une stagiaire, Nicole Boger. Vous êtes au courant? Elle a eu un empêchement? Elle a eu un accident. Oh, c'est grave? Et elle a chuté sur la voie du métro au moment où une rame arrivait. Elle a été pulvérisée. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais comment une pareille tragédie a-t-elle pu arriver? Elle a sûrement glissé, la foule, je sais pas, c'est vraiment terrible. » L'animateur était littéralement décomposé. À lui la lourde tâche d'annoncer la nouvelle au groupe. En effet, tôt ou tard, l'un d'entre nous poserait l'inévitable question de la raison de cette absence. Sauf Eric, qui savait, question de proximité. La pauvre femme, la pauvre Nicole. Avait-elle des enfants, un mari? Oh, quel choc pour eux. Nicole. Ce prénom avait une drôle de résonance. Pourquoi? Il réintégra sa place et ouvrit sa sacoche. Il n'avait pas eu le temps de regarder son courrier prélevé la veille au soir dans sa boîte aux lettres. Il y avait une missive d'EDF.
La somme à payer était un véritable cauchemar, elle ressemblait à une date. Il y avait également des prospectus, dont un sur le salon de la voyance. La voyance. La voyance. Tout à coup elle revenait comme un boomerang en pleine figure. Charlène, une voyante, qu'il avait consultée, lui avait parlé d'une personne qu'il pourrait rencontrer lors d'une formation à la fin de l'année. Une autre voyante lui avait dit « Vous connaissez Nicole ?»« Non. »« Retenez ce prénom. Nicole. Nicole Boger. » Nicole Boger était morte. Elle devait venir à cette formation, et elle avait eu ce terrible accident. « C'est pas vrai » lâcha-t-il à haute voix en se prenant la tête à deux mains. Nicole pouvait être cette personne dont il devait faire la connaissance. Nulle voyante ne l'avait averti à propos de cette tragédie. Oscar, l'animateur de stage, annonça le désastre. Il acheva l'ambiance du stage pour un bon bout de temps. Tout le monde était choqué. Eric davantage que les autres. Il voulait absolument en savoir plus sur elle. Lorsque l'heure de la pause déjeuner arriva, il faussa la compagnie ou son groupe à la recherche d'informations. Il récolta quelques détails sur elle. Âgée de 28 ans, Nicole était grande et blonde. Elle sortait d'une histoire douloureuse. Il était possible qu'elle ait eu la tentation de mourir. Elle était si proche de la description qu'on lui avait faite 6 mois auparavant. Il dut puiser en lui ces dernières parcelles d'énergie pour affronter le regard des autres l'après-midi. Normalement, dans l'hôtel, il n'était pas possible de dîner puisqu'il n'y avait pas de restaurant. Alors traditionnellement, il faisait 2 ou 3 courses chez le chinois du coin et dînait rapidement assis sur son lit, devant un film vu et revu. La variation consistait à bénéficier ces soirs-là d'un film correct et inédit sur Canal+. Or, ce mercredi, il n'y avait aucun film, ni sur la chaîne à péage, ni sur les autres. Il avait donc empoigné son stylo Parker, celui présentement utilisé pour réaliser l'actuel chef-d'œuvre nobélisable, et s'était replongé avec délice dans la rédaction de Nulle part et partout. Son portable sonna avec un maximum d'intensité, jouant une musique peu discrète, le thème principal de la guerre des étoiles. Un numéro parisien non référencé s'afficha. Eric prit la communication. « Allô » dit-il, distinguant des bruits de voitures très proches. « Eric ?»« Oui. »« C'est Sophie. »« Sophie ? Quelle Sophie ? Tu ne devines pas, lui dit-elle. La voix, bon sang, elle l'avait fait. Sophie Gardet ? Gagné. Oh, Sophie, tu peux pas imaginer à quel point je suis heureux de t'entendre. Moi aussi, Eric. Après toutes ces années d'éloignement, je suis très heureuse de revoir des visages familiers. Que deviens-tu? Raconte-moi, Sophie. Tu sais, j'aimerais t'en parler, mais pas au téléphone. Je préférais qu'on se voie. Ce serait plus sympathique. Tu tiens à voir quel ravage le temps a pu commettre sur moi? Oui, je veux te voir, je veux savoir si tu as changé. Moi j'ai changé, Sophie, malheureusement pas en bien. Pourquoi? Parce que tu as divorcé? Tu es au courant? Bah, Pierre l'a évoqué. Ce n'est pas un signe de mauvais caractère, ou de quoi que ce soit d'autre. Tu ne sais peut-être pas, mais je ne me suis jamais marié. J'ai vécu maritalement à plusieurs reprises. Ça s'est achevé à chaque fois. Tu en aurais fait autant si tu n'avais pas été marié. Le mariage t'a retenu, les enfants t'ont retenu. S'il n'y avait pas eu tout cela... Bah, c'est vrai, je l'admets moi-même. Je serais parti avant. Au bout de 2 ou 3 années. Bah, tu vois. Alors, qui a fait mieux que l'autre? Toi qui es resté 13 ans avec la même personne, ou moi qui ai papillonné de mec en mec, sans jamais m'attacher vraiment longtemps? Là n'est pas la question, Eric. C'est le destin. On n'en est jamais complètement maître. Il y a trop d'inconnus dans l'équation de la vie. Parfois, on est sûr que ça va se passer d'une façon, et ça se passe d'une autre. Tu étais sûr que c'était pour la vie, puis ça s'est arrêté. Bon, allez, parlons peu mais bien. Pierre m'a dit que tu serais muté sur la région parisienne sous peu. Oui, dans 2 ou 3 mois normalement. Pourquoi? T'habites dans le coin? À Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Ah, je connais, j'ai habité tout près auparavant, à Savigny-sur-Orge. Vraiment? Oui, et là, je suis à Asnières en stage, jusqu'à vendredi soir. Oh, super, on peut se voir. Pas ce soir, il est un peu tard. Tu as dîné? J'ai dîné, oui. Pas demain soir alors? Demain soir, c'est parfait. Tu veux que je vienne? Non, je travaille dans le quartier de l'Opéra. Je peux venir, c'est plus simple. Je m'arrête à quelle station? Bah, tout dépend de ton heure de sortie. Difficile de se voir avant 19h. Eh ben écoute, tu prends la ligne 13 du métro au terminus à Asnières.
C'est génial, Eric. Ah, j'ai vraiment hâte de te revoir. Je partage ton enthousiasme, Sophie. Ça va vraiment être dur d'attendre jusqu'à demain. Tant mieux, nos retrouvailles n'en seront que plus belles. Je te fais un gros bisou. J'arrive demain à 19h, promis. Bonne soirée, à toi aussi. Elle raccrocha. Sophie, qu'il croyait morte victime de l'héroïne. S'était-elle jamais droguée? Il n'avait fait que des suppositions basées sur la constatation de sa lente dérive, sa coupure avec le reste de la classe à l'époque, en classe de première A. En fait, il n'était peut-être jamais rien arrivé. Elle avait seulement changé à ses yeux, devenant une femme alors qu'il était, à ce moment-là, un adolescent attardé. Sophie, l'héroïne au nom déguisé, le nom Diagras étant un anagramme de garder, l'héroïne de La Peste brune et des Nouveaux Crozets, ses 5e et 6e romans, celle dont il avait décrit la plastique sensuellement provocante dans une épique scène de douche avec le héros Jean-Xavier de Felder, l'héroïne en chair et en os, avec son esprit vif, bientôt devant lui. Depuis sa rencontre avec Arlette en septembre, les rencontres hasardeuses n'avaient cessé de se multiplier. Il avait eu des nouvelles de Valérie, son amie d'enfance, de Jérôme, son meilleur copain d'enfance de primaire, alors qu'il les avait perdus de vue depuis plus de 15 ans. Et maintenant c'était au tour de Sophie. Quelle surprise l'avenir lui réservait-il? Quelle prémonition le préviendrait de la réapparition d'un tel? Au moment où il sombrait, des traits de lumière balayaient le ciel, comme pour le guider au cœur de la tourmente. Combien de temps? Arlette, malgré tout son amour, sa gentillesse, sa générosité, l'avait maintenu la tête hors de l'eau pendant 2 petits mois. Ensuite il était retombé bien bas, en ayant sur lui la pire opinion qu'il n'avait jamais eue, en subissant la vie comme jamais il ne l'avait fait. Face à son désintérêt pour l'existence, son ange gardien se décarcassait à pimenter son quotidien en faisant ressurgir des fantômes du passé. Pauvre ange, son travail n'était vraiment pas de tout repos. Tout à coup, Eric pensa à un truc idiot. Comment Sophie le reconnaîtrait-elle? Il avait sacrément changé physiquement. Il y avait tant d'années. Avant, il était allégé en matière grasse et plus chevelu, plus frisé. Bah, il saurait bien la reconnaître, elle. Il avait hâte d'être à demain soir. Le soir n'était pas encore arrivé. Pas de chance, le mystère de la rencontre va durer encore un peu. Eric avait tiré un sujet et pas piqué des vers pour l'après-midi, pendant son stage. Le but consistait à improviser au maximum, le sujet étant connu en fin de matinée, le baptême du feu ayant lieu après le déjeuner. Dans ce stage, il s'agissait de transformer les réunions en manifestations génératrices de bénéfiques avancées. Il avait hérité, face à la jeune femme rousse prénommée Julie, du traditionnel « pour ou contre le mariage ». Fraîchement divorcé, il se faisait fort de jouer un rôle à contre-emploi. Il choisit de défendre le mariage. Il faisait totalement confiance à ses capacités d'improvisation. Néanmoins, malgré son manque flagrant d'arguments, il avait eu une petite idée. Il s'était éclipsé juste avant la pause déjeuner pour mettre au point son ignoble forfait. Face à face, ils attendaient le top de l'animateur et surtout de la technicienne responsable du caméscope. Le signal fut donné. Son adversaire était assez timide. Il entama les hostilités en déclamant qu'un couple de ses amis venait de décider de se marier après 5 ans de vie commune. Il déclara trouver cette démarche touchante et délicieuse. Elle commença à s'animer, à répliquer. Le but d'Eric, sa tactique, c'était à présent de rebondir sur les propos de Julie, n'ayant pas d'arguments à développer. Il s'agissait de faire assez court, pas plus de 15 minutes. Il sentit la fin de la confrontation approcher. Volontairement, il souhaitait apparaître en position de faiblesse, résigné à accepter les arguments de sa partenaire d'exercice. Puis, tout à coup, il prit un air sérieux, et lui dit « Julie, je t'écoute depuis un quart d'heure. Depuis un quart d'heure, je me pose une question. »« Laquelle ?»« Je me demande si tu m'aimes vraiment. » Autant dire que la pauvre femme fut complètement désarçonnée. Pourtant, elle trouva la force de lui rendre la monnaie de sa pièce, histoire de ne pas se laisser doubler. Oui, je t'aime. Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui j'avais pris mon courage à 2 mains et je voulais te demander ta main. Ma main? Ta main. Je crois que pour respecter les coutumes, l'homme demande le mariage à la femme en offrant ceci.
Eric lui tendit une petite boîte, un présentoir de velours noir. Elle l'ouvrit. Il y avait une bague de fiançailles. Voilà, pour ne pas te brusquer, je t'offre la bague de fiançailles. Si tu le désires, chez le bijoutier, j'ai vu une magnifique alliance qui attend d'être gravée à ton prénom. J'aimerais infiniment la glisser à ton doigt, comme je le fais maintenant avec ce cadeau. Et je te le demande solennellement. Veux-tu m'épouser? Ses joues couvertes de taches de son virèrent à l'écarlate. Sa timidité naturelle revenait au grand galop. Ses yeux s'embuèrent, son nez se troussa pour empêcher les larmes de perler. Elle se tourna vers l'animateur, cherchant une réponse. Son regard glissa vers la caméra avec un sourire éclatant. Elle s'adressa des yeux à tous les autres participants, muets comme des carpes. Eric, jouant le jeu jusqu'au bout, la dévisageait avec insistance, suspendant son souffle, ses mots, à la réponse de Julie. Il perdait ou il gagnait sur ce coup. Elle était émue. Il lui décocha une dernière flèche en lui faisant don d'un sourire profondément sincère. Oui, répondit-elle enfin. Tout le monde applaudit. Pourquoi? Pour sa réponse? Pour la victoire d'Eric? Pour la victoire du mariage? Pour la performance? Marquer la fin du débat et entériner sa réussite? Il ne sut pas immédiatement. Les autres étaient enthousiasmés, l'animateur aussi. Julie et Eric regagnèrent leurs places respectives. Les autres durent enchaîner après cette performance. Les stagiaires étaient conviés à prendre des notes sur les arguments, les effets de style, les images utilisées. Eric observait en même temps son adversaire du jour, Julie. Elle s'interrogeait sur la bague, apparemment. Lorsque la pause fut venue, elle vint vers lui et lui dit « Il faut que je te rende la bague. Tu remercieras la personne qui te l'a prêtée. Elle a réussi des merveilles. » « Mais personne ne me l'a prêtée, Julie. Tu peux la garder en souvenir de notre débat. »« Mais c'est... Enfin, à moins que tu ne subisses les questions jalouses de ton copain. Bon, aucun risque, je suis seul. Seulement, c'est une vraie bague. Une vraie bague? Bah, bien sûr, oui. Je veux dire, il y a le poinçon, elle est en or. Et la pierre, la brillante, très brillante. Disons, je suis pas sûr que ça soit un zirconium. Tu l'as pas acheté spécialement. Grosso modo, tu aimerais que je te dise si j'ai acheté une bague en or, 18 carats, ornée d'un diamant, et que je te l'ai offerte sans jouer la comédie, pour de vrai. Ah oui? Va savoir, lâcha-t-il sans autre commentaire. Il était fermement décidé à ne pas répondre à sa question. Il partit à la pause avaler un café salvateur après ses exercices toujours générateurs de stress et d'épuisement. Il la laissa à ses doutes avec entre les mains une bague en or et son diamant de 0,2 carat. Eric grelottait devant la sortie principale du métro. À 19 heures précises, elle apparut comme une reine de beauté, rayonnante. Sophie, vêtue d'une robe courte, recouverte d'une fausse fourrure chaude. Que dirait-il? Trouverait-il les mots? Il ne lui parlerait pas de sa performance de stagiaire. Ce tour de farce ou de force, il l'avait réservé à Arlette, toujours à l'affût de ses coups pendables. L'histoire l'avait fait rire. Elle s'était demandé comment il avait pu avoir l'envie, l'idée de commettre une pareille folie. La réponse était contenue dans la question, chère Arlette. C'était une folie. L'œuvre du fou n'avait pas de sens. Il avait fait envoyer des roses à une inconnue dont il connaissait juste le prénom, Anna, aux planètes Hollywood. 13 roses, juste pour la remercier de lui avoir souri. Alors acheter une bague et la laisser à une autre personne, pour être rangée dans un jeu époustouflant de vérité, cela ne surprenait pas Arlette. Elle savait que dans les grands jours il y avait quelques moyens. Eric mettait en œuvre les pires idées nées au fond de son cerveau. Elle savait qu'à ce moment-là, son cerveau elle avait la forme d'un cœur. Par chance, il n'avait pas trop changé, car Sophie vint à sa rencontre sans l'ombre d'une hésitation, en souriant. Oh, ce sourire! Il était digne de figurer au panthéon de la firme Colgate. Et elle alignait toujours une bouche d'une blancheur éclatante, délicatement roulée de lèvres pulpeuses, un petit nez qui donnait une frimousse coquine, des yeux gris brillants et des cheveux fins et bouclés. Elle avait quelques minuscules pas de doigts autour des yeux, ce qui lui donnait un air plus fatal. Ses joues rondes et fraîches lui furent présentées pour quelques bises chaudes. Elle s'attarda près de lui, sans mot dire. Elle avait posé une main sur son épaule, et il avait fait de même pour l'embrasser. « Sophie, tu es resplendissante. »« Je te remercie, Eric. Tu as bien vieilli, toi aussi. »« Ah, tu t'es rendu compte que j'avais vieilli. C'est terrible, hein ? » »« Non, tu es très bien comme ça.
Je suis si heureuse de te revoir que je ne sais pas quoi dire. Écoute, je connais un excellent restaurant italien à 200 ou 300 mètres d'ici. C'est pas facile après toutes ces années. On ne sait pas par où commencer en fait. On va prendre un Chianti. Après 2 verres, les langues auront moins de mal à se délier. Qu'en penses-tu? J'adopte ta proposition, à l'unanimité, à une condition. Que je règle la note? Ça va de soi. Non, pas ça, dit-elle en souriant. Que nous y allions bras dessus bras dessous. Il lui offrit son bras dont elle s'empara. Enfin, il était resté attaché à l'épaule. Quand on dit prendre le bras, par exemple, c'est une image. On le rend à la fin. Quand je dis on le rend, ça ne veut pas dire qu'on le vomit, cela veut dire qu'on le redonne. Bon, j'arrête mes explications de français, parce que sinon je devrais tout t'expliquer. Cette langue possède tant de mots en double, triple, quadruple sens, c'est une horreur. Ainsi, ils avaient l'air de vieux amis de longue date se retrouvant après une séparation contrainte et forcée. Elle était radieuse, tellement charmante, dans sa robe en laine beige. Ils arrivèrent au restaurant. Cela lui plut. Ils entrèrent. Le Chianti avait produit l'effet attendu. Eric avait balayé sa vie en 1 heure de temps. Cela démontrait à quel point son existence était creuse. 15 années n'a rien en 60 minutes, quelle misère. Pourtant il n'avait pas omis le moindre détail. La rencontre avec Annabelle, la faculté, l'armée, ses premiers emplois, ses enfants, le retour en province après les attentats de Paris en 1995, la maison vite construite, vite vendue, sa chienne rejetée, la trahison, le divorce, l'acceptation et la compréhension. La compréhension qu'il n'était pas l'homme qu'il aurait aimé être. La déception, la résignation à ne pas vivre la vie, mais à la subir. Elle l'écouta longuement, attentivement, buvant ses paroles qu'il jugeait insipides. Son visage s'éclairait quand les émotions traversaient celui d'Eric. Puis vint le tour de Sophie. Eric la questionna sur son passé. Il lui avoua l'avoir crue morte. Elle rit un peu, mais de façon curieuse. Elle était blessée. L'informaticien se confondit en excuses. Tu pouvais pas savoir, Eric. C'est vrai, j'ai failli mourir. Tu te souviens de ce que je t'avais demandé un jour en premier A? Je m'en souviens comme si c'était hier, Sophie. Tu as été le seul à dire non. Pourtant, de tous les hommes que j'ai aimés, j'aurais parié que tu aurais dit oui le premier. J'ai été surprise. J'allais mal, Eric, à ce moment-là. J'ai commencé à fumer de l'herbe à ce moment. Par la suite, ça a dégénéré, la cocaïne, puis est venue l'héroïne. Pendant 2 années. C'était les 2 plus longues années de ma vie. À la fin de ma première année de faculté à Bordeaux, j'étais devenu un zombie, l'ombre de moi-même. Je ne pesais plus grand-chose, à peine 37 kilos. Et puis j'ai trouvé la force de m'en sortir. J'en ai eu assez de finir régulièrement en prison, ramassé sur la voie publique à demi-morte. Oui, j'ai failli mourir d'overdose de nombreuses fois, Eric. Des larmes s'échappèrent de ses yeux. Eric avança la main pour les recueillir et les sécher. Elle prit la main et la garda quelques instants sur sa joue, mêlant ses doigts à ceux de l'homme. Elle aimait le geste de soutien. Elle déposa des baisers sur la paume et sur le dessus de la main. Il frissonna. Elle le sentit. Le voir pleurer parce qu'elle repensait à son passé tourmenté lui fendait le cœur. Jamais la détresse d'une femme ne le toucha autant, parce qu'il était en partie responsable de cette détresse. Je te demande humblement pardon, Sophie. Pourquoi? Si j'avais dit oui, j'aurais peut-être pu... Eric, le mal était en moi. J'ai pas eu la force, Sophie. J'avais 16 ans. Tu représentais un rêve absolu et tout à coup mon rêve était brisé. J'ai pas eu le courage de dire oui et de t'aider. Eric, cesse de culpabiliser. C'est moi qui ai déraillé, pas toi. Pourtant... Écoute, tu veux me faire plaisir? Bien sûr. Je ne voudrais pas qu'on se quitte comme ça, juste après le restaurant. J'ai envie de parler avec toi encore cette nuit. Tu veux bien? C'est sans problème pour moi. Il y a 2 lits dans la chambre, tu pourras rester toute la nuit si tu le désires. Tu es adorable, c'est si gentil. J'ai tellement besoin de parler, tu comprends? Oui, je sais à quel point c'est bon de parler avec quelqu'un qui peut t'écouter. Elle serra un peu plus la main d'Eric contre son visage. Il l'invita à se lever et régla l'addition. Ils furent rapidement dehors. Le froid humide les saisit très vite. Alors pour se réchauffer, ils hâtèrent le pas. Ils étaient allongés l'un près de l'autre, à seulement 1 mètre, chacun sur son matelas. Il ne faisait pas nuit noire, les rideaux ne masquant jamais en totalité l'éclairage public de la grande artère. Elle parlait de ces périodes de défonce dont elle avait des souvenirs précis, des endroits sordides où elle avait vécu, traîné à Bordeaux, puis à Lyon.
Elle en voulait à la terre entière, animée d'une haine, d'une violence et d'une détermination dépassant presque celle d'Eric. Elle stoppa son discours d'un seul coup. « Je t'ennuie avec toutes mes histoires ? » ?»« Non, pas du tout. J'ai l'impression d'entendre des parties de moi-même. Chacun vit ses démons à sa manière. Moi, tu sais, Sophie, c'est en étant boulimique. Toi, tu as plongé dans la drogue. Tu as réussi à t'en sortir. Mais moi, je ne suis pas sorti de la boulimie. L'un comme l'autre sont tenaces, on ne s'en débarrasse pas facilement. Mais apparemment, toi, tu as trouvé la force, la raison de t'en sortir. Et toi ? Moi, j'ai pas trouvé. Longtemps, j'ai cru que je pourrais être heureux en donnant aux autres, à ma femme, à mes enfants. Dernièrement, je me suis surpassé dans la surenchère avec une femme que j'ai rencontrée en Tunisie. J'ai commencé à donner tout ce que j'avais, dès la première nuit. Je me suis accroché comme une moule à un rocher, la sentant assez forte malgré ses épreuves, pour m'aider à garder la tête hors de l'eau. J'ai vécu 2 mois en apnée, retenant ma respiration pour être à l'écoute de la moindre de ses paroles, la couvrir d'attention, d'offrandes, de mots. Bien sûr, elle a été éblouie, assez même. Mais à quoi bon? Je me suis oublié dans cette relation complètement. Comme à chaque fois où, pour pas blesser l'autre, je lui cache tout de moi. Je tais tous mes désirs, et à un moment donné j'étouffe. J'en peux plus et je m'enfuis. Pour mes enfants, c'est la même chose. Au début du divorce, j'ai continué à les gâter, à les pourrir, parce que je ne sais quoi leur offrir de moi-même. Je ne sais pas leur offrir ma simple présence que je juge insuffisante. Les dernières fois où je les ai vus, c'était chez mes parents. Systématiquement, je reporte mes lacunes sur des tierces personnes. Pourquoi? Parce que ta vie n'a pas un sens propre? Parce que tu tiens absolument à vivre par toi-même? Oui, j'y tiens. C'est vital. Sinon, lorsque les autres partent, tu meurs un peu plus. Tu n'es pas là, toi-même, avec tes propres intérêts, tes propres envies, pour t'aider à surmonter leur départ. Lorsque Annabelle m'a laissé, je n'ai pas eu la force, ni l'intérêt, et encore moins l'envie de me retrouver seul face à moi-même. Mais maintenant, tu vis seul? Oui. Tu n'es plus avec la femme de Tunisie? Arlette? Non. Continuer, cela aurait été filer droit au désastre. Ce que j'ai fait pendant 13 ans, alterner phases de gentillesse et de générosité délirante et débordante, avec des phases sombres, taciturnes, acides, agressives, je ne tenais pas à lui faire subir ce calvaire. Il valait mieux partir avant. Tu regrettes cette aventure? Non, mais ça aurait dû rester une aventure. J'ai senti le changement, mais je voulais pas, je ne pouvais pas, c'était au-dessus de mes forces. J'ai péché par excès d'orgueil. J'ai pensé que je pourrais continuer mes délires pendant des mois, mais ça devenait artificiel. Je n'arrivais plus à être heureux, même en la rendant heureuse. Elle a été victime d'une hallucination. L'hallucination de la rencontre avec un homme qui a cherché à l'éblouir, à s'éblouir lui-même, un homme qu'elle a cru exceptionnel, vraiment exceptionnel. Elle n'a pas eu tort. Je suis l'exception qui confirme la règle, que les hommes sont tous sûrs d'eux. Moi, je ne suis sûr de rien, je doute en permanence. Sauf d'une chose, je ne détiens aucune vérité sur moi-même, sur les autres, à part que je ne pourrais pas aimer tant que je ne m'aimerais pas moi-même. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu t'aimes? Te ressembler. Elle éclata de rire. Me ressembler? Tu veux devenir une femme? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Te ressembler en ayant la pêche, le sourire, l'énergie, et puis changer ma fichue enveloppe corporelle. Je voudrais être un autre, ne plus vivre sur cette terre, trouver une raison pour vivre et non plus des excuses pour survivre. Toi, tu as trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé d'ailleurs? Je me suis attaché à un rêve et je le poursuivrai toute ma vie, jusqu'à ce que je l'atteigne. Tu n'as pas un rêve secret, toi? Je ne sais pas. Je rêve de vivre de l'écriture. Enfin, j'aimerais au moins trouver un moyen d'imprimer mes livres pour une somme raisonnable et les offrir aux gens que j'apprécie. Tu vois que tu peux pas t'en empêcher. De quoi? De préférer offrir tes livres au lieu de les vendre et en vivre. C'est vrai. J'ai simplement peur de ne pas être heureux en vivant de l'écriture. Tu imagines? Tu atteins un objectif extrêmement ambitieux et tu découvres que cela ne te satisfait pas. C'est le risque. Si tu ne le cours pas, Eric, tu ne sauras jamais. Toi, si tu as le moindre doute, tu abandonnes aussitôt, n'est-ce pas? Aussitôt. Elle cessa de parler et s'assit sur le bord du lit. Eric n'entendait plus que le souffle de sa respiration.
Elle songeait à ce qu'ils venaient d'échanger. Eric se dit qu'elle devait le prendre pour ce qu'il était devenu au fil des années, un malade mental. Peu à peu, il glissait vers l'instabilité la plus totale, le repli contraint et forcé sur lui-même. Et ce, entre autres, grâce ou à cause de l'écriture. Peu de personnes savaient qu'il y trouvait refuge dans les pires moments. Cependant, ce refuge permettant de se protéger des agressions extérieures pouvait se transformer en prison dont il ne parvenait plus à s'échapper pour exister ailleurs. Il traînait ses personnages de rêve partout, au travail où ça le gênait considérablement, en famille, chez le psychiatre, avec Arlette, avec ses connaissances. À tous, il brûlait d'envie de parler de ses écrits. Souvent, pas toujours. Arlette étant sa plus fidèle lectrice, la plus observatrice. Valérie adorait le lire. Même son médecin lui disait qu'il faudrait bien qu'un jour tous ses écrits soient imprimés, parce qu'il avait compris que cela pourrait créer un déclic de remise en route de la machine. Mais était-ce suffisant? Les gens croisant son existence manifestaient une indifférence forcenée à l'écriture en général, à la sienne en particulier. Avec qui partager sa seule véritable passion, sa seule source de satisfaction? Il se sentait victime d'ostracisme, il se sentait sur une île déserte, placé ici par lui-même et maintenu par le regard des autres. Il sentit ce regard pesant sur lui. Sophie le fixait. À quoi pensait-elle? Quelle hésitation l'animait? Elle se leva. Elle enleva le t-shirt qu'il lui avait prêté. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je viens près de toi. Je veux savoir si tu rends les femmes malheureuses ou heureuses. »« Il ne faut pas, je ne peux pas. »« Je sais. Tu n'es pas prêt à t'investir dans une relation amoureuse. C'est une aventure. »« Une aventure ? Oui. Demain je serai parti. Si nous tenons un mois sans nous voir après cette nuit, cela sera une aventure. Si on craque, alors on se verra. Peut-être pour une deuxième nuit d'aventure. Fais-moi l'amour, j'en ai envie. Pas toi? Si, Sophie, tu es si désirable. Désire-moi, désire-moi très fort, avec beaucoup de tendresse. Elle s'allongea près de lui. Quel bonheur, quelle chaleur! Touche-moi, s'il te plaît, j'ai envie de sentir tes mains sur ma peau. Il ferma les yeux et avança les doigts dans sa direction, lentement, ne sachant où le contact s'opérerait. Il percevait son souffle de plus en plus haletant. Son cœur devait battre à tout rompre, comme celui de l'informaticien. Son index et son majeur rencontrèrent l'aréole d'un de ses seins. L'information transmise à leurs deux cerveaux leur arracha un soupir identique. Une dose d'adrénaline lâchée dans leur corps leur fit perdre tout contrôle. Elle attira la tête de l'homme contre sa poitrine. Il se laissa faire sans la moindre résistance. Elle exhalait un parfum de violette, un peu comme Paris d'Yves Saint-Laurent. Ce n'était rien comparé à son propre parfum qu'il humait, masqué derrière le premier. Un mélange épicé qui lui donna furieusement envie d'elle. Les mains s'animèrent instinctivement, cherchant à vérifier tous les points sensibles et vibrants. Il voulut savoir si elle le désirait. Elle le repoussa fermement, le couchant sur le dos. Pas pour lui interdire quoi que ce soit, mais pour le chevaucher à sa guise. Elle s'enfonça très profondément et très violemment, sans le moindre ménagement, comme si elle ne voulait pas perdre la moindre seconde de cette nuit. Elle plongea en avant au bout de quelques secondes pour hurler dans le traversin. Ensuite elle recommença à bouger très vite, très fort. À ce rythme-là, elle s'épuiserait en une demi-heure. Eric n'avait jamais ressenti une telle violence dans l'amour, presque de la bestialité. Elle hurlait, elle haletait, elle se balançait la tête et le corps dans tous les sens, gigotant comme une diablesse possédée, comme si elle était torturée. Ses orgasmes la terrassaient à chaque déclenchement. Elle ne se droguait plus avec des substances hallucinogènes, mais cette nuit-là, elle avait trouvé un autre moyen de se procurer des sensations tout aussi délirantes. Était-ce parce qu'elle n'avait pas fait l'amour depuis des semaines? Était-ce parce qu'elle avait à cœur de reprendre le seul cœur qu'elle avait laissé échapper? Ou profitait-elle plus simplement de la forme très exceptionnelle d'Eric ce soir-là? L'homme n'en sut rien. Il s'abandonna complètement à sa force, à sa domination, à ses attaques virulentes sur son pauvre corps dont elle épuisa la moindre ressource jusqu'à ce qu'il ressemble à une vieille serpillière. Elle ne consentit à le laisser que lorsqu'elle fut sûre et certaine qu'il s'était évanoui de fatigue.
Le téléphone de la chambre sonna. 8 heures. Eric l'avait programmé comme un ultime recours. La nuit avait été si courte, guère plus de 3 heures, qu'il n'avait même pas perçu le bip régulier de sa montre. Il se leva en catastrophe et alluma la lumière. La chambre était déserte. Sophie avait tenu parole. Elle était partie très tôt. Elle avait davantage de trajet que lui. Eric avait besoin de 20 minutes pour parvenir sur le lieu de son stage. Elle mettrait pas loin d'1 heure pour arriver à l'opéra. Il fallait une sacrée dose de cirage pour ne pas l'avoir entendu s'éclipser. Eric remarqua un petit mot sur la table. Il déplia le bout de papier et lut. « Eric, cette nuit n'a pas été une nuit comme les autres pour moi. J'espérais tellement que nos retrouvailles seraient délicieuses. Ce que tu m'as fait, ce que nous avons fait, a dépassé mes plus folles espérances. Je tiens parole malgré tout. Je vais essayer de tenir 1 mois sans te revoir, pour voir si je suis capable de me passer de toi. Je crains pourtant de m'infliger la plus sévère des tortures, car à chaque heure, à chaque minute reviendront toutes ces images puissantes, les odeurs, tes mots, tes caresses, et je croirai éprouver à nouveau le plaisir, comme lorsque nous l'avons fait. Si cela doit rester une simple aventure pour toi, parce que tu n'es pas prêt à vivre autre chose, je souhaite que tu en gardes un merveilleux souvenir. Le souvenir d'une nuit où je suis parti en voyage, sans la moindre dose mortelle de poudre blanche, mais simplement où j'ai plané grâce à toi. Je ne croyais pas que c'était possible. Maintenant je peux te le dire. Oui, en aimant, en faisant l'amour, tu as la capacité d'attirer quelqu'un hors des paradis artificiels, hors de l'ombre, hors de la mort, parce que tu peux offrir un paradis naturel, la lumière, la vie. Tu trouves que tu as un caractère difficilement supportable au quotidien, mais sache que je pourrais supporter des grandes variations d'humeur, en sachant que sur l'oreiller, nous pourrions nous réconcilier. Moi, tu vois, pour ce genre de réconciliation, je suis capable de me battre par plaisir. Voilà. Tu as tellement bouleversé, tellement chaviré mon cœur, qu'à l'instant où j'écris ces lignes, je brûle le désir de te réveiller de la manière la plus douce qui soit, en t'offrant ma bouche que tu trouves si pulpeuse, et de me lever dans tes bras. Seulement je respecte ton désir. J'espère simplement que j'ai accroché ton cœur, et que ton attente va te rendre fou de désir. Je t'embrasse très fort. Sophie. Oh oui, Sophie, ça va être dur. Parce que tu m'as bouleversé aussi, ma belle, pensa-t-il à haute voix. Il eut tellement de mal à se concentrer ce jour-là, le dernier jour du stage. Pas simple de parler de sujets économiques, professionnels, de convaincre un auditoire quand on n'a qu'une femme en tête, et pas sa ration de sommeil. Vers 11 heures, il se précipita à la cafétéria pour consommer 3 cafés coup sur coup, sous l'œil amusé du labrador de la standardiste. Sa vue lui rappela qu'il n'avait plus sa chienne. Lui, le bon pépère tranquille, était guide d'une jeune aveugle travaillant au standard du groupe. Il était connu par de très nombreux collaborateurs. Il se prêtait volontiers à la caresse, restant assez placide, caractéristique et nécessaire à sa fonction. Le voir, là, lui fit regretter amèrement Naya, sa toute belle couleur sable quasiment blanche. Elle faisait bêtise sur bêtise, mais il l'aimait quand même. Le chien de sa race le savait. Il lisait un certain trouble dans les yeux de l'informaticien. La nostalgie, mais aussi l'espoir de jours meilleurs. Sophie était-elle ce futur aux couleurs joyeuses qu'il ne cessait d'appeler de vœux pieux? Comment savoir? Devait-il rester replié sur lui-même, comme initialement prévu? Devait-il se réjouir d'avoir eu une aventure avec une femme somptueuse au tempérament de feu, gourmande? Devait-il espérer, croire qu'il pourrait bâtir? Non, il fallait attendre, simplement attendre, ne pas se précipiter. La sagesse passait certainement par l'apprentissage de la patience. Ne pas courir un marathon à la vitesse d'un 100 mètres, courir à son rythme. Et tant pis si ce rythme raisonnable ne convenait pas. Il ne fallait pas attendre des autres. Les autres étaient là pour le faire avancer dans la vie. Il ne devait pas se raccrocher à eux avec l'énergie du désespoir. Les quelques semaines avec Arlette lui avaient au moins appris cela. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il avait commis des erreurs. Partir trop vite, créer trop de délire, s'accrocher en pensant que cela devrait durer, s'oublier pour ne penser plus qu'à elle. Des erreurs qu'il se devrait de ne plus reproduire pour que l'histoire magique avec l'infirmière ait servi d'enseignement. Il attendrait donc avant de se précipiter. Attendre, c'était une chose.
S'occuper pendant cette période en était une autre. Étant donné que Sophie n'avait pas laissé de coordonnées, Eric avait entrepris de les rechercher avec les moyens du bord. Le Minitel fut sérieusement mis à contribution. Il chercha Sophie à Saint-Michel-sur-Orge. Hélas, point de Sophie. Elle devait être inscrite sur liste rouge. Faisant marcher un peu sa cervelle, je veux dire normalement, pas pour écrire des histoires abracadabrantes, il consulta son téléphone portable. Parmi les appels entrants, il repéra le numéro utilisé par Sophie pour le contacter lors du stage. Il nota les chiffres et les soumit à un service d'annuaire à Anvers. Hélas, 3 fois hélas, ce numéro correspondait à une cabine téléphonique du 18e arrondissement de Paris. De rage, il balaya la France entière. Il fit chou blanc, lui, le roi des utilisateurs des renseignements. J'adore les renseignements, surtout généraux. J'ai un copain qui y bosse, Yann Delaunay. Que dalle, nada, rien à se mettre sous la dent. Dans la continuité, Eric appela son pote Pierre, histoire de savoir s'il avait pu obtenir davantage d'informations. Il avait donné bien peu. Elle lui avait dit résider à Charenton, dans le Val-de-Marne. Il s'agissait probablement d'une ancienne adresse, mais n'y débeurrait plus. Il devait donc se résoudre à patienter que la belle craque et lui donne de ses nouvelles. Ce 24 décembre, Eric avait quitté la Vienne tard dans la soirée. Comme par hasard, alors que les mois précédents avaient été très calmes au travail, tous les utilisateurs avaient été pris d'une frénésie de demandes diverses et variées. Il leur fallait impérativement le 24 au matin parce que l'usine fermait ensuite pour ne rouvrir qu'au 3 janvier 2000, si le boc de l'an 2000 le voulait bien. Cela avait décalé son départ au milieu de l'après-midi, le temps de récupérer Isis à la maison. Il était arrivé exténué à Cognac alors que les enfants avaient du jeu à revendre et l'abrutissaient de questions sur Noël, sur l'heure de passage des reines, un seul horaire une fois par an. Il leur affirma que s'ils n'avaient pas été sages et exemplaires toute l'année, ils devraient affronter une grève du RER, Réseau Élan Rennes, du Père Noël. La perspective de réveillonner ne l'enchantait guère. Son pancréas et son foie affichaient complets avant même le début des hostilités. Les douleurs y étaient de plus en plus intenses. Qu'est-ce que cela augurait? De plus, il n'était pas particulièrement joyeux, car il allait vivre son premier Noël sans Annabelle depuis 13 ans. Pourtant, il aimait et avait toujours aimé Noël, tandis qu'il se fichait éperdument du 1er janvier, toujours synonyme d'ennui pour les informaticiens. Il était bien rare qu'un programme utilisé une fois par an ne se plante pas parce qu'on avait oublié de changer un iota dans un coin. La soirée ne risquait pas de s'éterniser. Le réveillon avec les enfants ne pouvait pas perdurer au-delà de 23 heures. Donc, vers 21h30, ils se mirent à table. À vrai dire, mis à part une bûche pâtissière au Grand Marnier achetée spécialement pour lui, il avait du mal à se souvenir du repas. Les desserts lui avaient toujours laissé des souvenirs impérissables, qualificatif amusant pour une oreille fraîche. Assis, un foie gras avec les habituels toasts grillés, comme on dit à la maison, ou rôtis, comme on dit dans les grands restaurants. Suivait un chapon farci aux truffes, plus un plateau de fromage dont il ne fit pas l'honneur, estimant que son compteur de calories en avait assez avec 4 fois sa dose normale. Il se freina au maximum, n'ignorant pas que le lendemain midi, ce genre de plaisanterie alimentaire recommencerait de plus belle. Lorsque les enfants furent couchés, embrassés, rassurés sur la quantité de cadeaux à recevoir, Eric déposa les présents au pied du sapin et fila dans sa chambre. Il était un peu plus de 23 heures. Il sortit sa chemise cartonnée pour avancer son roman. Réflexion faite, il se jugea trop exténué par une journée copieuse, un voyage crevant, il n'avait pas cessé de pleuvoir pendant les 2 heures de trajet, et un repas lourd à digérer. Il préféra lire une revue pas trop intellectuelle. Je ne citerai pas le titre, mais je peux donner un détail. C'est un hebdomadaire parlant de programmes télévisés et qui affirme qu'il y a 7 jours dans une semaine. Non, je l'ai pas dit. Tout ça pour trouver un sommeil convenable, c'est-à-dire pas trop agité. Il en était à la page du dimanche quand son portable sonna. Ah, il l'avait oublié, celui-là. Il fallait lui couper rapidement le sifflet pour ne pas éveiller Tess dormant sur le lit jumeau. Allô? Eric, c'est Sophie. Sophie? Je suis heureux de t'entendre. Je ne parle pas trop fort car il y a ma fille qui dort à côté. Tu vas bien? Très bien. Je n'ai pas pu résister à l'envie de t'appeler. Surtout ce soir. J'en avais envie aussi, Sophie, mais je n'avais pas tes coordonnées. Je n'ai pas réussi à les obtenir. J'en étais réduit à espérer ton appel.
J'aurais pu attendre longtemps. Ça risquait pas. Non, t'as finalement craqué. Oui, j'avais besoin de t'avouer certains secrets, surtout ce soir. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je lis. Tu n'écris pas? Non, pas ce soir. Tu en panne d'imagination? Je sais pas. Non, je suis épuisé. Tu as achevé le tome 5 de la saga Arlette, n'est-ce pas? Oui. C'était curieux. Eric aurait juré ne pas avoir parlé écriture avec Sophie lors de leur retrouvailles. Étonnant. D'habitude, il était incapable de s'en empêcher. Si ses souvenirs étaient exacts, en fait, je viens de relire quelques pages en arrière, tricheur, il avait juste dit qu'il aurait aimé vivre de l'écriture. Elle ne lui avait pas paru surprise par son statut d'auteur sans succès. Et Arlette, il avait mentionné son prénom, mais pas la saga. Cela l'intrigua. Il voulut en savoir davantage sur ce mystère. Dis-moi, Sophie, comment sais-tu que j'ai réalisé une saga pour Arlette? Parce que je te l'ai inspiré. Non, c'est Arlette qui me l'a inspiré. C'est parti d'un défi qu'elle m'a lancé au départ. Elle souhaitait voir mes fantasmes couchés sur papier. On a souvent des fantasmes couchés. C'est exact, mais je t'ai soufflé les mots. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai écrit ces nouvelles, personne ne me les a soufflées. Tu crois? Tu crois que tu es l'auteur véritable du Tigre maudit, de sa suite La légende de Vulnia, et de ton préféré, Mirage dangereux? Oui, j'ignore par quel moyen t'as obtenu ces titres, mais je pense que tu ne sais rien de leur contenu. Ah, tu es sûr? Gabrielle Anziani, l'héroïne de Mirage dangereux, c'est une actrice américaine ressemblant à Barbara Streisand. Pas vrai? Allons, Eric, que veux-tu, d'autres preuves? Je suis venu la nuit te souffler les mots que tu devais écrire. Je suis venu souvent, parfois toutes les nuits, parfois jamais durant des mois entiers. Des mois où tu n'as plus produit la moindre ligne, parce que tu ne recevais plus ta ration nocturne de phrases. Tu as écrit mes mots. Déçu de ne pas avoir de talent? Sophie, je regrette, mais c'est impossible. Vraiment? Je peux citer tous tes autres titres. Je les ai tous suggérés. Je peux parler des poèmes aussi. De la victoire aux échecs, le dernier en tête, pour Arlette. Et de la plume, celui que tu as pensé consacrer à Alexa, ton ancienne collègue. Je crois qu'elle a aimé mes jeux de mots sur la plume légère et celle de l'écrivain. Comment? Comment je connais autant de détails sur toi? Ah, tu es intéressé. Tu commences à comprendre. Comment je fais pour savoir que ton roman actuel, Nulle part et partout, sera suivi de Rêves de nuit ensoleillée? Titre que je t'ai fait utiliser pour un autre de tes poèmes, d'ailleurs. Tu veux que je te parle de Frôle-Mandel, le premier roman historique? Et de La tête dans les étoiles, le troisième volet de l'épopée d'Ophelder. Je l'aime bien, celle-là. On me retrouve avec un anagramme de mon nom. Je connais tout ceci, tout ce que tu crois être ton œuvre, parce que je suis l'auteur, et que tu n'es que la main recopiant mes paroles. Tu veux une autre preuve? En voilà une. Tu n'as rien écrit entre juillet 1995, date à laquelle tu avais entamé Nulle part et partout, et mars 1999, date à laquelle je t'ai fait composer le poème d'adieu adressé à Annabelle. Exact? C'est incroyable. C'est pourtant vrai. C'est normal. J'étais en prison. Ah oui, j'ai un peu menti l'autre jour. Je ne finissais pas au poste tous les soirs, non. J'ai tiré 4 ans ferme pour meurtre. Quoi? Ça te choque? J'ai éliminé un médecin qui avait découvert mon manège. Ton manège? Oui, ta surveillance très étroite, les micros, les caméras, les filatures. Mon entrée la nuit. J'ai eu du mal avec ta chienne Naya. Non pas qu'elle était agressive, au contraire, je devais la calmer avec des sucreries pour qu'elle ne fasse pas de bruit la nuit. Je te surveillais depuis 1990, surtout la nuit. Je t'ai tellement espionné que je te connais par cœur. Seigneur, Sophie, je comprends pas pourquoi. Oh, Eric, tu me déçois encore aujourd'hui. Tu ne comprends pas pourquoi j'ai fait tout ça? Eric, tu m'as lâchement abandonné. Au moment où j'avais besoin d'aide, tu as refusé de me tendre la main. Tu m'as rejeté. J'ai plongé plus vite à cause de ton refus. Je te dégoûtais, je n'étais plus la petite Sophie marrante, aux deux couettes. Alors tu m'as laissé m'enfoncer dans la drogue, et j'ai coulé à pic. Je suis morte 1000 fois à cause de toi. On a abusé de moi des dizaines de fois, j'étais un jouet entre des mains
peu recommandable. Tout ça à cause de ton égoïsme. Sophie, tais-toi, cesse de geindre. J'ai vécu un calvaire et j'ai trouvé la force de m'en sortir seul, remportant ma haine sur toi. Maintenant, depuis 10 ans, mon cher Eric, je prépare ma revanche. Je suis venu te l'annoncer une nuit. Tu te rappelles le scénario du tome 5? Tu savais qui était l'ombre. Tu avais soudain des tas d'idées, après avoir dormi 1 heure. Je suis venu te dire que j'étais l'ombre. Pas Nadine. J'étais l'ombre, moi, Sophie. Et le 4e tome s'est achevé en queue de poisson, dans une dimension où je devais me révéler. Tu avais de plus en plus la sensation d'être le jouet d'une personne, mais tu étais le mien. Je suis l'ombre qui a été mise au banc de la société pendant des mois, des années. Ça va être ton tour. Oh oui, je me suis régalé de nos retrouvailles. J'étais enfin en mesure de me venger au moment où tu étais le plus vulnérable. Te venger? Je croyais que tu avais aimé nos retrouvailles. Oh oui, aimé faire l'amour avec toi. Oh oui, intensément, c'était fantastique, génial. Je n'ai jamais autant joui à donner la mort. La mort? Eric frissonna de peur de comprendre. La mort, mon amour de toujours. Tu es contaminé. Eh oui, je me suis drogué et j'ai payé. Tu ne m'as pas aidé. Tu en avais les moyens, la force. Tu aurais dû me sauver, mais tu as refusé. Tu as tout gâché. Je t'ai contaminé. J'ai été contaminé. Inutile de t'expliquer par quoi. À présent, mon cher amant d'une nuit, tes jours sont comptés. Profite bien de ton existence parce qu'elle va être plus courte que prévu. On est à égalité, Eric, maintenant. Le mal pour le mal. Tu vas ressentir toute la haine des autres. Tu vas crever seul comme un chien, comme moi. Il n'y a pas de raison que je sois la seule à pâtir de ton égoïsme. Inutile de me chercher à me revoir, Eric. Je ne pense pas que tu aies envie de passer une autre folle nuit avec moi. Ah, comme c'est ennuyeux que je n'ai que le son, ta voix muette de terreur. J'aurais aimé voir le voile de la mort, le linceul du sida recouvrir tes traits. Enfin, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il vaut mieux que je sois où je trouve en ce moment. Si j'étais à ta portée, tu brûlerais de désir de m'étrangler, de me trucider. Pas moi. Je te referai l'amour pour prendre encore mon pied en hurlant de joie. Double plaisir. Le ventre en feu grâce à ton sexe, le cœur joyeux de te savoir malade, condamné. Dommage, Eric. Nous aurions fait un couple magnifique, très harmonieux. Je te souhaite de joyeuses fêtes, mais une vie raccourcie. Adieu. Elle lui raccrocha au nez, sans attendre sa réplique. Mais quelle réplique? Que dire alors que ses intestins se nouaient, que son cœur hurlait de douleur et de terreur? Les larmes jaillirent sans contrôle. Mort. Il était mort. Le compte à rebours. Pourquoi avait-elle commis pareille horreur? C'était criminel. Elle l'avait fait en toute connaissance, en toute conscience. Elle voulait sa mort, assortie d'une longue et cruelle souffrance. Tout cela pour 3 lettres. Non. Eric s'était levé et habillé sans réfléchir. Il avait voulu fuir, voulu mourir maintenant, ne pas attendre l'immanquable déchéance physique accompagnant le sida. Il sortit sans attendre. Il sortit sans entendre son père et sa mère le questionnant. Il fonça droit devant lui, comme un bulldozer, incapable de communiquer. Plus jamais. Il ne pourrait plus parler ni écrire. Il ne pourrait plus écouter, regarder, ni même entendre ou voir. Il était mort. Il sauta dans la voiture et démarra comme un dingue, sans avoir où aller. Il ne savait pas. Arlette était si loin. Il n'avait jamais eu de but dans la vie, encore moins ce soir de Noël. Un tourbillon n'en finissant pas, une glissade digne d'un champion de patinage artistique, un choc monstrueux, et la voiture ayant elle aussi un côté artistique à cause d'une ressemblance frappante avec une compression de César. Pourquoi? Pour la mort. Malheureusement, il n'était pas mort, parce qu'il avait ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. Il n'y avait personne, pas homme qui vive. Il s'était lentement redressé, ses muscles étaient tétanisés. Son premier réflexe avait été de décrocher le téléphone. Il n'y avait pas de tonalité. Il avait ouvert le tiroir de son chevet et avait trouvé sa montre et son portable. Il avait pris les deux avec difficulté, gêné par sa perfusion trop courte. Il devrait se promener avec ce machin roulette. Quel bazar!
La montre indiquait 15 heures, le 26 décembre. Il avait eu envie d'appeler Arlette. Il avait espéré qu'elle pourrait l'aider. Il avait composé son numéro. Elle avait décroché aussitôt. « Oh mon Dieu, Eric, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai pas réussi à te joindre. »« Pardon? Qu'est-ce que tu racontes, Arlette? Comment sais-tu que j'ai eu un accident? »« Un accident? Mais je le savais pas. Quel accident? »« Un accident de voiture. »« C'est grave, tu es blessé? »« Non, je crois pas. Il tâta ses bras, son ventre, ses jambes, sa tête. La tête était couverte d'une bande. J'ai une blessure au crâne, mais je ne souffre pas. Rien d'autre, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? » Il lui narra tout en détail. Sa rencontre inattendue avec Sophie, la folle nuit passée, la tendresse, sa disparition, ses recherches et puis l'événement datant d'à peine de 2 jours. Ses terribles révélations, ses complots, l'absence totale de talent, ses souffrances, sa folie allant jusqu'au meurtre d'un homme, son emprisonnement et maintenant sa vengeance, une condamnation à mort à cause du spectre du sida. Arlette sentit la détresse, la peur. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, plus maintenant. Le sida, tu as fait le test? Non, je suis dans un hôpital, je ne sais pas où. Je vais demander à ce qu'on me fasse le test. Mais je sais pas si c'est valable. Je crois qu'il faut attendre 3 mois après l'acte pour détecter le virus. C'est bon, Eric. Non, j'ai eu un rapport avec elle. Enfin, toute une nuit, tu me connais. Le 16 décembre. Eh bien, c'est ce que je te dis, c'est bon. On est le 26, Eric. Tu vas être fixé. Ce n'est pas sûr, ne panique pas. Le 26? Le 26 quoi? Mais le 26 mars? Quoi? Le 26 mars, Eric? Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis 3 mois. 3 mois. 3 mois de coma. Voilà pourquoi il ne souffrait pas. Il ne souffrait plus, sauf d'ankylose avancée. Il souleva les draps. Le tour de ses cuisses avait la moitié de la taille habituelle. Son ventre n'était plus qu'un vieux souvenir. À vue de nez, il pesait 60 ou 65 kilos. 3 mois de coma. Il avait pris un coup à la tête. Impossible de bouger de son lit. S'il tentait de se mettre debout, il se ramasserait à coup sûr. Je comprends tout, Arlette. J'ai cru que j'avais dormi 1 ou 2 journées. Non, Eric, j'étais si inquiète. Tu veux que je vienne? Je voudrais bien, mais le problème c'est que j'ignore dans quel hôpital je suis. Je ne vois pas l'extérieur. Eric s'était raclé la gorge. Elle était sèche et ses cordes vocales souffraient d'une atrophie temporaire. Tu te sens bien? Parler m'irrite un peu, j'ai plus l'habitude. Je me sens vide de toute consistance, tellement désespéré. Ne la crois pas, je suis sûr qu'elle a menti. Elle n'a pas pu mentir sur mes écrits sur ma vie. Elle connaissait tout. Même en volant mes fichiers informatiques, elle ne pouvait pas tout savoir, tout connaître de moi. Oui, mais pour la contamination, il n'y a aucune certitude. Sois patient, attends de savoir, fais-moi confiance. D'accord. Ne recommence pas tes bêtises, hein. Je ne risque pas, j'ai plus de voiture. Je te remercie, Arlette. Je te rappellerai, promis. Repose-toi, à bientôt. Aussitôt la conversation achevée, Eric s'était emparé du bouton d'appel. Une infirmière était arrivée presque immédiatement. Elle avait été ravie de le voir réveillé. Pas autant que l'infirmière préférée d'Eric. Celle-là était bien gentille et efficace, mais il aurait quand même préféré avoir les veines ou les fesses piquées par Arlette. Cela lui aurait fait plaisir. Il réclama une prise de sang. Elle fit le nécessaire. L'attente commença, la peur au ventre. Séronégatif. Eric avait poussé un ouf de soulagement. Le personnel de traumatologie du centre hospitalier régional Jean-Bernard à Poitiers avait partagé son soulagement. L'attente n'avait duré que quelques heures, le privilège de passer les examens directement à l'hôpital. Il avait vraiment respiré à l'annonce du résultat. Ainsi, Sophie n'avait pas réussi son acte de vengeance. Mais Eric avait subi une trouille monstrueuse, croyant qu'il allait mourir. Par ses mots durs, par sa tentative avortée, elle l'avait réveillé. Elle avait agi comme un électrochoc. Sophie, cette ombre, cet amer regret le poursuivant depuis des années, était le symbole de ses erreurs passées, accumulées, amoncelées à un point critique, trop lourd pour ses épaules. En le laissant croire à la mort, Sophie l'avait poussé à l'ultime réflexe, le réflexe de survie. Elle l'avait forcé à pousser la réflexion sur ses désirs au maximum et à découvrir l'essentiel, un fait pouvant servir de base à un nouveau départ. Il ne voulait pas mourir. Il tenait encore à la vie. Une constatation servant de base à un nouveau départ. Il tenait à la vie. Sa seule certitude. Peut-être bientôt tiendrait-il à sa vie.
Qui était Sophie? Elle l'avait hanté, surveillé, persécuté et réveillé. Elle incarnait sa conscience. Longtemps elle avait joué le rôle de l'ombre, le côté noir de son esprit. Sophie, sa conscience l'avait réveillée. Eric ouvrait les yeux. Il était faible mais vivant, à l'image de son état physique. Il fallait réapprendre à marcher à l'aide d'un guide. Il avait eu un grave accident, mais avait commencé son apprentissage avec Arlette. Eric, l'auteur de ces lignes, l'écrivain, accessoirement informaticien. Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais probablement pas que l'apprentissage a commencé, mais je suis sûr que je le saurai avec le temps. Toi, Arlette, à qui j'ai consacré 5 nouvelles pour t'amuser, t'émouvoir, te surprendre, te toucher, te faire rêver, te faire par les mots tout ce qu'un homme devrait faire dans la vie. Tu m'as fait avancer sur le chemin de la vie. Même si je n'ai pas vraiment réussi à être à la hauteur, j'ai appris. Je digère lentement mes connaissances pour devenir meilleur. Inconsciemment, je progresse, grâce à toi. Te rendre hommage à la fin de ce 5e tome, c'était le moindre des remerciements. Mais nul mot assez fort n'existe pour exprimer ma reconnaissance. Réussir à vivre une belle et longue histoire ailleurs, un jour, dans un mois, dans une année ou dans un siècle, en rendant enfin une femme heureuse, sera peut-être la plus belle preuve de la réussite de ta mission. Qui sait? Tout peut commencer avec une folie, je ne sais pas moi. Une bague en or ornée d'un véritable solitaire offerte à une inconnue, par exemple. Tout peut arriver. Elle peut être charmée, s'intéresser, découvrir, apprivoiser. Aimer? Rien n'est impossible. Il suffit de croire. Remerciements à Center Park pour la détente, à Smith & Wesson pour la détente, à Vigor et Margarine pour les 2 tentes, au casino du monde entier, les détentes, à Mike Powell, le champion du monde de la détente en longueur, à Maïté, ma tante, pour l'entente, à Arlette, pour la détente éternelle offerte, pour m'avoir empêché d'appuyer sur la détente et avoir précipité les événements avec un homme un peu long à la détente.